Madame, Messieurs, merci de nous retrouver dans le cadre de cette émission Un homme, un concept. Et comme je l'ai toujours dit dans cette émission, nous essayons d'aller au-delà de la polémique, d'essayer d'aller au-delà du sensationnel et d'analyser de manière assez froide, assez apaisée la situation en République démocratique du Congo. Et ces derniers temps, c'est l'actualité un peu politique, mais également économique qui mine la République démocratique, la République démocratique du Congo. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir pour vous quelqu'un qui a disparu, quelqu'un qu'on n'a plus revu depuis plusieurs années quand même. Et il m'a fait l'honneur de me retrouver dans ce plateau. Madame, Messieurs, saluez avec moi Serge Mabé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Élisée, bienvenue, merci beaucoup. Député provincial élu de Kimbantseke. Ça fonctionne toujours, cette assemblée provinciale? Comme toutes les assemblées provinciales qui sont en attente illimitée des élections, qui tardent toujours à venir. Mais vous continuez quand même de bénéficier des avantages que procure le glissement? Est-ce qu'il faut parler des avantages dès lors que l'ensemble du système institutionnel est quasiment en faillite, je veux dire quasiment en conflit avec les lois et la Constitution? On ne peut pas parler des avantages. Il s'agit ici tout simplement des situations de fait qui profitent presque indirectement aux députés et aux députés. Encore faudrait-il dire à ce sujet que les conflits qui germent de plus en plus au sein des assemblées provinciales avec d'autres institutions, aussi bien nationales que provinciales, ces conflits ne sont pas pour apporter un avantage aux députés que nous sommes. Donc, vivement les élections et vivement les rebelles des assemblées provinciales, c'est mon point de vue. Mais on va quand même parler, on sent que ça bouge dans différentes assemblées provinciales, surtout issues des provinces démembrées. Et ici, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe avec Kinshasa? On ne sent pas. C'est la même question que les gens se posent à chaque fois qu'on a ce privilège quand même de recevoir un député provincial. On ne vous sent pas. C'est comme si vous étiez à la solde du gouverneur. Alors qu'il y a beaucoup de méfaits, beaucoup d'abus qui sont, selon certains, perpétrés ici au niveau de la ville et qui méritent une attention particulière de la part de vous, députés provinciaux. Bon, je pense que on pêcherait par simplisme si on réduit tout à une relation matérielle ou plutôt affective entre le député et le gouvernement provincial de Kinshasa. Il se passe pas mal de contrôles que l'Assemblée provinciale exerce sur les gouvernements provinciaux. Il se passe pas mal d'échanges, parfois conflictuels, entre l'Assemblée provinciale de Kinshasa et le gouvernement provincial. Les ministres... Qu'on assimile au chantage, à une forme de pression pour... c'est un peu du chantage. Mais pas du quand tout, vous vous mettez la pression, c'est parce qu'en retour, vous attendez un peu. Pas du tout. Mais ce qu'il faut dire, c'est que les assemblées provinciales sont dessinées, se constituent sur base des appareils politiques ou des familles politiques. Sur l'ensemble du territoire, il y a des alliances, des coalitions qui se forment. Il s'est fait qu'à Kinshasa, l'Assemblée provinciale est constituée sur base d'une coalition sui generis, j'allais dire, qui n'obéit pas au paysage politique au niveau national. Ça veut dire qu'il n'y a pas de majorité, il n'y a pas d'opposition. C'est des coalitions tout à fait particulières. Mais réduire les rapports entre le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale à des relations, comme vous le dites, à la solde du gouverneur, c'est faire l'économie, c'est oublier que cette Assemblée est à la base de départ des ministres provinciaux, des vice-gouverneurs, du DG. C'est la tête qu'on bon, mais en tant que journaliste, vous auriez mieux fait d'aller au niveau de l'Assemblée provinciale et regarder les nombres de missions de contrôle qui sont diligentées contre le gouvernement provincial et contre les ministres provinciaux. Il faut reconnaître que, sans preuve de mégestion, sans preuve, les députés ne peuvent pas, parce que l'opinion s'émeut de tel ou tel fait. Ici, dans la gestion de la République, les assemblées provinciales, les gouvernements provinciaux sont victimes, je veux dire, des maladies opportunistes d'une mauvaise gouvernance, tout simplement. Oui, déjà au niveau du gouvernement central. C'est-à-dire... oui, tout à fait. J'avais expliqué par là que... Vous faites les frais de cette gestion. Exactement. C'est une maladie opportuniste.
c'est ce que vous reprochez aux assemblées provinciales n'est en réalité que des excroissances tout à fait indirectes d'une maladie capitale, d'une maladie fondamentale qui est une gouvernance pathologique de la République. Mais ça n'empêche pas certains, je le disais au début de cette émission, à certains députés provinciaux issus d'autres provinces, d'hausser le ton et de dénoncer certaines mégestions qu'on retrouve dans leur province, quand même. Bon, ici aussi, les faits de mégestion sont si souvent décriés, si souvent mis sur la place publique, mais nous avons pour habitude, ici je parle à la fois en tant que membre de la commission ECOFIN, doublé de mon modeste statut d'apprenant en économie, c'est que on ne peut pas, sur base de faits tout à fait subjectifs, incriminer la gestion financière ou économique d'un membre du gouvernement provincial. Nous partons de faits. Et les faits disent quoi? Les faits disent que trop peu de moyens sont alloués aux provinces. Et la première d'entre elles, c'est la ville-province de Kinshasa, qui est le siège des institutions. À celui à qui on a beaucoup donné, on demandera plus. À la ville, on a beaucoup donné. On a donné le siège des institutions. On a donné beaucoup plus d'habitants au kilomètre carré que partout ailleurs. Et donc, cette densité démographique et cette proximité médiatique aussi, hein, la communication est plus facile ici, font tous ces faits, font que on exige plus de la ville de Kinshasa. Mais qu'est-ce que le fait dit? On en a le droit quand même, quand on voit qu'on vit en pleine pollution, quand on voit qu'il y a tout est fait en construisant en désordre sans normes urbanistiques, quand on voit que l'insécurité bat son plein, c'est le minimum que les Quinois puissent demander. Le cheminement de ma pensée voudrait tout simplement faire relever ici que trop peu de moyens sont alloués à la province capitale de la République. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le peu, là? Le peu, oui, mais encore faudrait-il voir le charge qui sont prises en compte par la ville-province de Kinshasa. Quand vous avez plus de 10 millions d'habitants concentrés dans un seul espace, avec une densité démographique aussi intense, on est à la barbe de l'autorité. Le fait ne sont pas aussi faciles à gérer que ça. Mais ce qu'il faut relever, et je le dis, que s'il y a mégestion, s'il y a dysfonctionnement, c'est lié aussi à une gouvernance dysfonctionnelle, pathologique, qui fait que le gouvernement central, les institutions de la République au niveau central, se méprennent, gèrent contre les intérêts des provinces, contre les intérêts des entités territoriales décentralisées, et s'accapare presque l'essentiel des moyens et de ressources qui sont mobilisés par l'État. Parlons un peu de ce dysfonctionnement au niveau des assemblées provinciales, au niveau des provinces. Il y en a quelques-unes, en tout cas en parlant des provinces, qui vont bientôt connaître peut-être des changements à leur tête. On fait allusion à l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs prévus, je crois, d'ici le 26 août dans d'autres provinces. Mais il y a ce problème. Dans d'autres provinces, il n'y a pas un acte juridique prouvant à suffisance qu'il y a vacance au niveau du pouvoir. Pourquoi organiser des élections dans ce cas de figure? Vous êtes également juriste. Comment expliquez-vous cela? C'est par quelle procédure on peut organiser les élections là où ça n'a pas été prouvé juridiquement que le poste est vacant? C'est une question qui met à jour, et la réponse qui va suivre le fera aussi, qui met à jour l'urgence qu'il y a, la nécessité qu'il y a à pouvoir dire tout haut ce que beaucoup n'osent pas dire tout bas. Ou ce que beaucoup disent tout bas sans oser le dire tout haut. Ici, la République est victime d'une espèce de complot. Des complots parce qu'il n'y a des républiques que fondées sur le droit, fondées sur les normes. Et la mère des normes dans une république, c'est la Constitution. Et le garant, le gardien de la Constitution, c'est le juge constitutionnel. On voit dans le cas de notre pays que l'élection des gouverneurs, pour beaucoup de provinces, s'organise au mépris de la Constitution et des normes élémentaires de la République. Bon, c'est vrai, le gouverneur du Haut-Katanga, ou je ne sais pas de quelle autre province, qui est contesté par sa famille politique et qui n'a pas accepté de démissionner, il se pourrait, il est même possible, que sa gestion s'inscrive dans la logique prédatrice qui est aujourd'hui généralisée,
c'est possible, mais il lui fallut, quand bien même on lui a reproché cela, que le respect de la Constitution soit plutôt préservé. Ce qui ne semble pas être le cas. Donc, le complot dont je parlais tout à l'heure, c'est que la République gérait maintenant par des appareils privés, ça veut dire de familles politiques, de partis politiques, et des élections, la CENI n'est là que pour en terminer, on le une voit. caisse de résonance des appareils politiques. Mais est-ce que ça devait être le cas, cette CENI-là? On vient, je suppose que et la CENI devait avoir, il suffit pas d'avoir la lettre du ministère de l'Intérieur pour dire oui, je vais organiser les élections. Encore faudrait-il avoir quand même les documents attestant que dans telle province, la CENI doit bel et bien organiser les élections du gouverneur. Et tous les juristes savent qu'en ce qui concerne le rapport entre les gouvernants et les gouvernés, le rapport entre les institutions, le point de vue du juge constitutionnel est la Bible, la référence absolue. La preuve, lorsque la famille politique du chef de l'État a voulu organiser le glissement, ou plutôt a voulu valider les glissements, c'est le juge constitutionnel qui a estimé que les élections étaient possibles d'être organisées au-delà du délai constitutionnel. Et cette jurisprudence-là du juge constitutionnel est respectée jusqu'à aujourd'hui. On voit bien que cette gestion à géométrie plurielle est aujourd'hui appliquée lorsqu'il s'agit des intérêts des appareils politiques et ne l'est pas lorsqu'il s'agit des intérêts de la République. Mais ça risque également de créer un précédent fâcheux. Prenons par exemple le cas de Kazembe, qui a été réhabilité par la Cour constitutionnelle, mais dont la famille politique refuse à ce qu'il puisse. Est-ce que ce n'est pas un autre cas de jurisprudence qui peut mettre à mal une précédente décision de la même haute cour? Bon, là encore, comme je le disais, mais on va revenir sur cette question des dysfonctionnalités, des gestions, des dysfonctionnalités des gouvernances, parce qu'au départ, la Cour constitutionnelle a voulu passer outre les compétences d'une autre institution, ça veut dire l'Assemblée provinciale. Il y a république lorsqu'il y a séparation de pouvoir. Dès lors que les juges lui-même veulent se mêler dans la gestion du pouvoir législatif, ici l'Assemblée provinciale, je crois que là, on a violé, on a marché sur le principe de base de la République. Il y a d'abord au départ une violation par le juge constitutionnel du principe de la séparation de pouvoir parce que des députés ayant pris la décision de faire partir un gouverneur, le juge a passé outre cette décision. Un gouverneur qui n'a pas été entendu, donc ses droits n'ont pas aussi été respectés. Encore que sur le plan politique tout simplement, la gestion des gouverneurs, ou dire de certains faits qui nous sont parvenus, on ne peut plus bananière. On ne peut plus bananière. A été d'une telle catastrophe que la province était quasiment en faillite. Donc, ce sont des dysfonctionnalités. Ce sont des pathologies qui naissent dans le sillage de la crise majeure qui frappe notre pays. Cette crise, c'est la crise de légitimité, c'est la crise institutionnelle, c'est la crise du fait que nous avons, nous autres élus, nos mandats presque à terme, nos mandats sont presque à terme, mais faute d'avoir organisé les renouvellements... Largement dépassé, même pas presque à terme, vous êtes au-delà, monsieur. Non, vraiment, oui. Largement dépassé vos mandats. Exactement. Bon. Donc, c'est ça la crise fondamentale. Est-ce qu'on avait besoin de ça? Est-ce que l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs dans ces nouvelles provinces, 11 au total, est une priorité pour le pays? Est-ce que le pays actuellement a besoin de ça? Mais déjà, votre question est une réponse indirecte. Le pays n'a d'urgence en ce moment que les élections pour renouveler les institutions dont le mandat sont arrivés à terme. Les institutions ici, il s'agit d'institutions président de la République, l'institution Assemblée nationale, l'institution Sénat, l'institution Assemblée provinciale. C'est là l'urgence. Bon, vous avez compris qu'il s'agit ici de résoudre une priorité, la priorité d'un appareil politique ou des appareils politiques qui estiment qu'il faut avoir des hommes dans les provinces qui puissent relayer le discours et indirectement aussi valider ces dysfonctionnalités que je relevais tout à l'heure. Tout à l'heure, en vous présentant, je dis que vous étiez député provincial, mais vous venez fraîchement de quitter votre ancienne famille politique qui est la majorité présidentielle et vous êtes récemment rallié à Olivier Kamita, tout pour ne pas parler de G7. On va essayer de parler de perspectives d'avenir par rapport à votre conception sur ce qui doit être fait pour justement mettre un terme à cette crise dysfonctionnelle au sein de l'appareil étatique ici en République démocratique du Congo. Que faire?
on sent que tout est en train d'être bloqué. D'aucuns ne jurent que par le respect intégral de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-ce qu'au niveau de G7, est-ce qu'au niveau de l'arc d'Olivier Kamitato, on pense que c'est toujours important de continuer à clamer haut et fort le respect de cet accord? Bon, il faut d'abord ici donner une précision, c'est que je ne suis pas un acteur majeur de la majorité présidentielle. Ça c'est vos cultes, ça dépend je n'ai pas signé ès-qualité la charte de la majorité présidentielle. J'avais des rapports plutôt particuliers avec cette famille politique que des initiés peuvent bien démêler. Mais mon départ de mes distances prises vis-à-vis de cette famille politique s'est justifié par mon statut. Je pense qu'il ne serait pas indécent ni prétentieux de dire qu'en tant qu'intellectuel, la première mission, c'est de se montrer critique. Critique veut dire ici indocile. Critique veut dire ici insoumis. Critique veut dire ici avoir le courage de dire non lorsque la vérité se fait voir au grand jour. La vérité, c'est laquelle? La vérité, c'est que la Constitution de la République du Congo prescrit un certain nombre de principes, parmi lesquels la limitation des mandats du chef de l'État, parmi lesquels l'alternance au pouvoir, parmi lesquels la liberté d'expression, parmi lesquels bien d'autres principes qui sont structurés par la Constitution dès lors qu'un intellectuel constate que ces principes ne sont pas respectés. Le devoir, fût-ce au prix de sa mort, serait de dénoncer et de prendre le distance avec ceux qui cautionnent la violation de ces principes. Cela dit, les perspectives sont bien définies dans la Constitution. Et plutôt sombres pour le peuple. Et même, pardon? Des perspectives sombres pour la population. Tout à fait. Mais les perspectives veulent aujourd'hui que, d'après l'appel des évêques ont fait un constat. Parce qu'il s'agissait ici, il s'agit de pères de l'Église qui ont été sollicités pour la médiation entre les familles politiques antagonistes. Ils ont fait un constat, tout à fait sombre, comme vous le relevez. Le constat de la crise grave dans laquelle sombre le pays, ils en ont appelé à la prise de conscience du peuple. Et nous, en tant qu'intellectuels, nous, en tant qu'observateurs critiques de la société, nous ne devons que relayer ce point de vue de père de l'Église pour que l'opinion comprenne que sans ces courages, on ne peut pas parvenir à des solutions attendues. Alors, l'une des meilleures solutions, c'est d'appliquer l'accord du 31 décembre 2016. Dépassé. Et aujourd'hui violé, aujourd'hui méconnu et allègrement. Défiguré. Est-ce qu'on ne peut pas penser à autre chose? Nous, on a des intellectuels capables d'inventer beaucoup de choses. On a été à la base de beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas le temps de se rendre compte et de dire, ça y est, c'est vraiment dépassé avec cet accord? Il faudrait mieux commencer déjà à envisager autre chose. C'est ce que je dis justement ici, le rôle modeste de chacun de nous, de l'intellectuel, des membres de partis politiques, parce qu'il appartient aux partis politiques de jouer l'une de leurs fonctions, qui est la fonction des socialisations, la fonction des vecteurs de débat dans la société. Le parti politique, les intellectuels, les églises, la société civile se doivent ici de prendre leur courage et de crier haut et fort et de passer à l'action. L'action, c'est que faute d'élection le 31 décembre de cette année, il est clair que chacun de nous devra se mettre debout, à quelque niveau que ce soit, quelle que soit la forme du combat qu'il pourra faire, ne serait-ce que pour montrer à la face du monde et à la face de l'histoire du Congo que trop c'est trop, il faut en finir par là. Soyons plus pragmatiques. Quand vous demandez à ce que chacun de nous se lève, ça veut dire quoi? Qu'on descende dans les rues, qu'on puisse aller au palais de la nation, qu'on puisse aller au palais du peuple? Je pense que le courage face à l'histoire, c'est d'épouser la vérité. La vérité, ici, il ne s'agit pas d'une vérité métaphysique, d'une vérité transcendantale, définie par une Bible ou un Coran. C'est la vérité consignée par le texte qui regente la vie en commun au sein de la société. Le texte ici, c'est la Constitution. Dès lors que ces textes ne sont pas respectés, la vérité, c'est nous devons nous mettre debout, à quelque titre que ce soit, ne serait-ce que chacun de son côté, chacun à sa façon, pour faire voir au monde et à l'histoire qu'au prix de nos vies, nous sommes prêts à pouvoir voir l'ordre républicain respecté, pouvoir voir l'alternance, les libertés publiques respectées dans notre pays. L'alternance et les libertés passent éventuellement par l'organisation des élections. Si on a pu attendre, si on a réussi à accorder
une année à l'actuelle majorité, à l'actuel président. Est-ce qu'on ne peut pas encore accorder une autre année pourvu qu'on évite quand même ce bain de sang, cette confrontation, ce spectre-là de violence brandi par certains? Est-ce que c'est trop demandé que d'accorder un timing de plus pour réussir à avoir ces élections apaisées? Bon, là, je ne sais pas ce qu'il faut entendre par là. Je pense que les acteurs politiques se sont montrés beaucoup plus tolérants, compréhensifs face à l'impasse pour pouvoir accorder davantage du temps aux institutions qui sont en dépassement de mandat, les assemblées provinciales dont je fais partie y compris, et faute d'avoir respecté ces temps additionnels, comme quelqu'un le disait avec ironie, temps additionnel sur temps additionnel nouveau. La méfiance ne ça peut n'annule pas non plus le score de match, la rencontre, temps additionnel, temps additionnel. Quand même. Bon, on reviendrait quand même sur la métaphore du sport pour comprendre que les vidéos sont aujourd'hui introduites dans le sport pour pouvoir justement invalider des matchs qui ne respectent pas ces principes. Mais c'est dire que la méfiance que pourrait manifester aujourd'hui le rassemblement vis-à-vis de la famille politique dite la majorité présidentielle, c'est justifié. Cette méfiance est justifiée parce que, au départ, un contrat est basé sur la loyauté entre le parti. Une des parties s'est montrée déloyale en ne respectant pas le forme du contrat, parce qu'il y a eu des faits tout à fait fortuits, comme disent les juristes, des cas fortuits qui sont arrivés, la mort de Tshisekedi, ou d'autres faits qui ont fait que, bon, les autres ont considéré que le rapport de force était de leur côté. Ils ont foulé la lettre et l'esprit de l'accord du 31 décembre pour pouvoir mettre en place des institutions qui accompagnaient cet accord. Or, aujourd'hui, parce que le premier accord a été violé, rien ne dit que le deuxième ne sera pas violé. Rien ne dit qu'un deuxième glissement n'amènera pas un troisième, un quatrième, un cinquième. Donc, c'est le moment de dire, niet, il va falloir qu'à un moment donné, la loyauté soit respectée au départ. On a l'impression que dans le chef des politiques, on ne tient pas beaucoup compte de cette population. Là, je reviens quand même de cet aspect économique, une économie assez dysfonctionnelle. En fait, l'économie est à l'image quasiment à l'image de la politique. Ça y est, là, le peuple n'en peut plus. Déjà qu'il n'a pas des institutions, entre guillemets, légitimes. Maintenant, c'est l'économie qui fait en sorte que... Voilà, c'est comme si les politiques font de leur mieux pour épuiser, lasser, user cette population qui, sur le plan économique, social, n'arrive plus. Allusion faite au taux de dollar, allusion faite à l'impayement. Jusqu'aujourd'hui, des fonctionnaires, comment sortir de tout cela pour essayer d'accorder à cette population, à ce peuple, au nom de qui tout le monde se revendique, un bien-être tant soit peu équilibré. Oui, d'abord, il convient de rappeler ici que nous sommes dans une économie de marché. Ça veut dire une économie qui fonctionne avec les investissements privés. Ce n'est pas l'État qui est le principal investisseur, ce n'est pas l'État qui fait tout. Et dès lors que les investissements privés ont besoin de la stabilité politique, il va de soi que l'économie puisse sombrer lorsque cette stabilité politique fait défaut. Et le cas du Congo le prouve à suffisance. L'instabilité politique conduit à l'instabilité économique, conduit à la misère économique. Donc, ce qu'il va falloir faire en priorité, en urgence, c'est de restaurer la confiance des investisseurs, la confiance des hommes d'affaires. D'ailleurs, si vous vous intéressez aux questions économiques, vous comprendrez que bien souvent, la FEC et bien d'autres organisations publient la confiance des hommes d'affaires. Je crois que c'est un indice qui est publié périodiquement. Donc, sans la restauration de la stabilité politique, qui passe par le respect de l'alternance, le respect des libertés publiques, le respect des normes de l'état de droit, sans la restauration de ces principes, il va de soi que les désinvestissements, il va de soi que les hommes d'affaires continueront à désinvestir et le peuple ne pourra qu'en souffrir. Mais c'est également dû à cette mauvaise publicité que vous faites. Quand je dis vous, c'est souvent le G7 qui est à la base de cette mauvaise publicité faite sur la RDC et qui remet en cause même la bonne foi des investisseurs à venir et investir ici au pays. Est-ce que vous pouvez pas un peu mettre votre ego de côté et dire qu'on voit d'abord la population, arrêtons de diaboliser notre propre pays et donnons la chance à ceux qui gouvernent actuellement pour essayer d'arranger les choses pour le bien de cette population? Mais je ne sais pas si vous parlez
d'une autre république, vous parlez de la République démocratique du Congo. Quand les investisseurs se méfient de la situation politique de notre pays, qui est obère, qui a des conséquences néfastes sur l'économie, ils ne voient pas un parti politique, ils voient les institutions qui sont en fonction. Je vous donne un exemple typique, la justice. La justice est à la une dans notre pays, aussi bien dans des instances internationales qu'au niveau même local. Il suffit aujourd'hui de voir certains procès retentissants, la manière dont ils sont organisés et les conséquences parfois dramatiques, tragiques, entraînant souvent même des meurtres d'hommes, pour comprendre qu'un investisseur sérieux qui veut voir son investissement sécurisé par le juge en cas de contestation, un investisseur sérieux ne peut que fuir un tel environnement. Donc, il ne s'agit pas d'une publicité qu'a fait le G7, ce sont les institutions de la République, à travers leur subordination aux caprices de la politique, qui font cette mauvaise publicité. Le G7 ne pourrait être ici que victime de cette gestion des institutions de la République tout à fait préhistorique, je veux dire médiévale, parce que la justice, première institution à faire respecter l'ordre, ne le fait malheureusement pas. Donc, un investisseur ne fuit pas les Congo parce que le G7 fait la mauvaise publicité. Par contre, il fuit les pays lorsque les institutions de la République sont en difficulté. La difficulté ici, c'est la justice qui arrive à peine à faire son travail en toute indépendance. Et donc voilà, l'une des raisons. Tout reste dominé par la politique, comme on dit, faites-moi de la bonne politique, je vous ferai exactement, donc il va falloir la bonne économie. En attendant, vous demandez à cette population, serrez vos ceintures, supportez qu'il n'y ait pas d'investisseurs, supportez de ne pas être payé, parce que le pays risque d'être en cessation de paiement, c'est qu'on entend. En attendant, débrouillez-vous, quoi. Bon, c'est un sursaut que nous lançons. C'est un appel à la responsabilité que nous lançons. Ça ne veut pas dire forcément que tout le monde est qui est là où il est, tout le monde est serein, mais il faut que chacun, où il se trouve, comprenne que le revenu de se montrer indocile face à l'embrigadement de l'opinion, face à l'assujettissement de la nation, à des projets, à des desseins tout à fait déstabilisants, comme on le voit aujourd'hui. Donc, il va falloir que chacun de nous comprenne que la stabilité de la République démocratique du Congo passe par l'alternance, passe par une justice indépendante, passe par des institutions qui respectent l'état de droit, passe par l'économie sereine, parce que la politique est sereine. On va bientôt terminer avec cette émission. Serge Mabé, jadis député proche quand même de la majorité, prend ses distances avec la majorité. Juste brièvement, les motivations qui vous ont poussé à vous détacher de la famille présidentielle et des proches à vous quand même. Bon, si je n'ai pas évoqué de manière tout à fait pédagogique les motivations qui m'ont poussé à prendre mes distances avec la majorité, entre guillemets, c'est que ces motivations ont été tout de suite révélées en filigrane depuis le début de cette émission jusqu'à maintenant. C'est que lorsqu'on veut lutter pour un état de droit, lorsqu'on est intellectuel, la première de mission, la première de prise de conscience, c'est se montrer critique. Être critique, je le rappelais ici à plusieurs reprises, être critique, c'est se montrer indocile, c'est se montrer insoumis, c'est se montrer, je veux dire, c'est manquer du respect à ceux qui manquent du respect à l'état de droit. Et donc, vous comprendrez qu'en ayant lutté de l'intérieur et qu'aujourd'hui, l'état des droits, dont l'alternance, dont la justice, dont la bonne gestion, la bonne gouvernance, ne sont que des emblèmes, de symboles. Cet état des droits, aujourd'hui, faute d'être respecté, moi, intellectuel, moi, acteur politique mineur, à mon modeste niveau, je ne peux que m'émouvoir, m'offusquer et prendre position contre et rallier ceux qui pensent que le respect de la République passe avant les intérêts privés. Vous avez l'impression qu'au niveau de la majorité, il y a vous êtes nombreux comme ça, à réfléchir comme ça, et qu'il y en a peu qui osent se franchir? Je pense qu'il y a un sursis de confiance au sein de cette majorité. J'appelle sursis de conscience cet état d'esprit qui veut penser que à tout moment, les élections auront lieu, à tout moment, l'alternance aura lieu, mais qui reste tout de même suspendu à ces vastes inconnus. Et donc, quand il y a inconnu, c'est une incertitude organisée sciemment pour pouvoir garder en laisse plutôt toute une opinion à sa solde. Mais beaucoup
je pense, à mon niveau, estime que l'alternance vaut mieux que le maintien aveugle au pouvoir, parce que le prix à payer sera plus grave que l'alternance, je pense. Mais bon, comme je ne suis pas le juge de conscience de gens, je ne fais ici qu'exécuter l'appel de ma propre conscience face à l'histoire de notre pays. Entre nous, puisque vous n'êtes plus à l'intérieur, est-ce que vous pensez qu'il y a cette forme de muselement dont on dit au niveau de la majorité, que la parole est liée, et qu'en sortant de là, vous avez été délié de cette parole qui était un peu liée au niveau de la majorité? Bon, encore que je n'assistais même pas aux réunions de la majorité, je le voyais se tenir à distance. Je ne sais pas le climat dans lequel ces réunions se tiennent, mais au résultat, on peut comprendre que la liberté n'est pas la vertu principale de ce type d'arène. C'est plutôt une espèce des paroles dictées et exécutées parce que dictées qui est à la base. Donc, en ce qui me concerne, je n'assistais pas aux réunions de la majorité. Je n'assistais pas aux réunions de la majorité, mais on peut comprendre, hein, lorsqu'on observe ce qui se passe, que la liberté d'expression n'est pas vraiment le fort de cette famille politique. Entre la révision constitutionnelle et l'inanition de la nation, je crois que ce sera ma dernière question. Vous pensez que la réflexion vaille la peine d'être poursuivie autour de l'intitulé de ce livre d'Évariste Bourchab? Bon, une constitution ne peut être considérée comme étant un texte inchangeable. Elle peut évoluer au gré des circonstances, au gré des événements. Mais maintenant, on se pose la question de savoir, est-ce que c'est le moment? Est-ce qu'il était le moment de penser la révision de la Constitution? Je pense qu'aujourd'hui, les climats ne s'y prêtent pas. D'autres l'ont fait. Le président Talon, par exemple, au Bénin, il a attendu que le climat politique se pérennise, soit serein, pour qu'il puisse amorcer la révision. Le président Ouattara aussi l'a fait. Le président Chirac a réduit le mandat de chef de l'État de 7 à 5 ans. Mais au Sénégal, ça a échoué. Oui, ben, enfin, bon. Mais même alors, même au Mali, il y a une tentative de révision de la Constitution. Guinée. Tout ça, mais il faut le faire dans des contextes qui sont à l'abri de toute suspicion. Pas pour servir les intérêts individuels et personnels de certains leaders ou de certaines personnalités. Notre pays aujourd'hui n'a pas besoin d'une révision de la Constitution. En tout cas, ça ne peut pas être à l'ordre du jour. Il faut attendre, peut-être, je dis, il faut attendre les moments opportuns. Les moments opportuns, c'est lorsque l'alternance sera assurée pour pouvoir amorcer la révision de la Constitution. Mais il faut respecter aussi les articles intangibles, comme on dit. Notamment la limitation des mandats du chef de l'État, notamment l'absence des référendums pour justement déverrouiller certains articles qui sont verrouillés. Mais certains disent que la nation risque de disparaître s'il n'y a pas référendum, parce qu'il y a plusieurs articles devenus obsolètes. Oui, mais mais encore que pour pouvoir amorcer obsolète, je ne sais pas, mais il me semble qu'on ne devra pas toucher aux articles verrouillés. On ne devrait même pas passer à un référendum, parce que l'accord du 31 décembre, pour revenir au cas actuel, l'accord du 31 décembre est clair, le référendum ne doit pas faire partie de projets à l'ordre du jour en ce qui concerne la gestion de la République. Il faut rappeler que depuis 2014, lorsqu'il y a eu les consultations nationales, la première résolution faisait allusion à la non-révision de la Constitution. Tous les acteurs politiques réunis aux consultations nationales, aux concertations, avaient demandé à ce que la Constitution ne soit pas révisée. Déjà en 2014. Cela a été rappelé au dialogue et jusque coulé dans le texte de l'accord du 31 décembre. Donc aujourd'hui, c'est même pas à l'heure du jour, mais en tant que juriste, je considère qu'une constitution est toujours révisable, pour autant qu'on respecte le principe de la République et de la démocratie. Je vous remercie d'avoir été de notre ce soir. Je vous remercie. Je remercie les téléspectateurs qui, j'espère, étaient ravis de retrouver le député provincial Serge Mabé, qui, je vous assure, ne cesse d'étudier. Il est en train d'engranger les diplômes. Il n'en a pas fini la dernière en date. Non, pas du tout, pas du tout. Vous pouvez faire comme lui, hein. Étudier. Moi, je vous dis, c'est une référence pour moi, parce que deux fois, je me dis, mais mon Dieu, comment quelqu'un peut arriver à étudier comme ça? Mais je crois que c'est un exemple pour la jeunesse, c'est un exemple pour ceux qui veulent faire quand même la politique de manière assez
différente. Voilà, je fais un peu sa promo parce qu'il nous a fait l'honneur de nous donner l'occasion de le recevoir ce soir. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Appelez-nous pour vos remarques, vos suggestions. On sera toujours là pour vous en attendant. Nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de Congo Web Télévision. On se dit au revoir et à très bientôt.